va suivre ce plan. Tout d'abord, je vais commencer un peu par explorer les costumes kamites, justement à travers l'iconographie, pour avoir un peu de recul. Bon, le plan n'est pas tout à fait à jour, je parlerai de mythologie un peu plus tard. Ensuite, je vais en venir au textile contemporain kamite. Je vais aborder notamment les matières, les procédés de fabrication. Je vais ensuite aborder la symbolique et l'esthétique, à la fois de la fabrication et des motifs en eux-mêmes. Finalement, je vais terminer par les enjeux du port et de la valorisation à la fois des vêtements kamites, des textiles kamites, dans le cadre de la Renaissance kamite. Alors j'en viens à l'Afrique impériale. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers de cette appellation, à l'école on nous a habitués à parler de l'Afrique ancienne en termes d'Afrique précoloniale, ce qui fait un peu de la colonisation un repère historique important. On préfère parler en termes d'Afrique impériale parce qu'effectivement on fait référence à la période pendant laquelle il y avait des empires en Afrique. Et c'est un référentiel qui est propre, donc cela nous semble plus approprié. Alors, là, je voudrais attirer l'attention en particulier, je ne sais pas si on voit bien, mais là, ce sont des sandales de Toutankhamon qui sont très bien conservées, on les a toujours aujourd'hui, et qui sont d'une qualité esthétique qui est tout simplement impressionnante. Je ne sais pas si on arrive même à faire des sandales aussi belles aujourd'hui. En tout cas, à l'époque, c'était un symbole du prestige. En fait, le roi, il portait des sandales. Et voilà, c'est de très bonne qualité. Alors ici, je complète. Donc c'est ce que j'anticipais déjà. Ce qui est intéressant, on voit également, on retrouve les peaux de panthère qui, une fois de plus, sont des symboles. Symbolise la royauté ou ce qui a du prestige en fait. Alors effectivement, on retrouve des tissus à base de raffia chez les Kuba qui sont donc au niveau du Congo. Chez les Pounous, c'est ce qu'on appelle des pygmées, du moins c'est un groupe parmi. Et également chez les Dida en Côte d'Ivoire, en fait c'est un groupe qui fait partie de l'ethnie des Krou, je parle sous le contrôle des Ivoiriens présents. Alors, où retrouve-t-on des textiles à base d'écorce d'arbres? Donc, on en retrouve au niveau de l'Ouganda, on en retrouve au Cameroun et au Congo, et dans toute l'ère Fambeti, de manière générale, et on les retrouve également chez les Moutis. En fait, on retrouve des textiles à base d'écorce d'arbres un peu partout dans la zone de la forêt équatoriale, en fait. Et c'est l'un des textiles les plus vieux. C'est probablement les textiles les plus vieux, en fait, les textiles à base d'écorce d'arbres. Alors pour le tissu dit de Korogo, il utilise une méthode complémentaire, c'est-à-dire que, en fait, le motif désiré, il est d'abord dessiné à base de la première composition qui sert de fond au bogola, et ensuite la boue est repassée uniquement au niveau du motif, ce qui fait que les dessins, en fait, ils sont noirs, tandis que sur fond blanc, contrairement au bogola. Et puis la troisième technique consiste en fait à, dans un premier temps, étaler sur la surface un agent qui va empêcher à la teinture de se fixer à certains endroits. Alors j'en reviens aux Dida de Côte d'Ivoire. Donc ils ont la particularité, elles, puisque ce sont des femmes, et d'ailleurs qui font le tissage essentiellement, ils ont développé une technique de tissage assez ingénieux, en fait, qui leur permet de produire du textile sans avoir besoin de métier à tisser. J'en viens au perlage. Donc je fais un focus sur les Nguni dans la zone d'Afrique du Sud en particulier. Alors c'est une tradition assez vieille en fait, parce qu'on pense qu'au départ, le perlage était utilisé à partir de perles taillées dans de la coquille d'autruche. L'œuf d'autruche, voilà, c'est consistant, donc on peut tailler des perles dedans. Et là, vous avez notamment un exemple qui vient de Namibie. Donc c'est a priori une tradition assez ancienne dans cette période. Et il y a des gens qui pensent même que cette tradition avait déjà été introduite dans la zone bien avant l'arrivée des Européens. Parce que la question elle s'est posée, il y a certains qui soutiennent que la technique du perlage s'est développée essentiellement à l'arrivée des Européens dans cette région. Mais l'adoption du perlage et la dextérité a été tellement immédiate qu'on se dit que nécessairement il perlait déjà autre chose avant. Et il faut savoir que notamment à l'époque de l'Égypte ancienne, il y avait déjà un commerce qui existait entre l'Égypte et cette région-là de l'Afrique. Et il y avait notamment des perles en verre qui étaient fabriquées, j'en donne un exemple, qui étaient fabriquées en Égypte à cette époque-là.
Maintenant, je voudrais parler un tout petit peu de la façon dont le travail est réparti. Donc, de manière générale, le travail est effectivement mixte et équilibré et complémentaire entre les femmes et les hommes. Dans l'exemple du tissu Kuba, dans un premier temps, c'est de jeunes hommes qui récupèrent des feuilles de raffia fibreuses. Ensuite, les femmes lissent et assouplissent le raffia pour qu'il soit prêt au tissage. Ensuite, le tissage est réalisé par des hommes. Alors, donc la mythologie, c'est à ce niveau. Donc déjà, au niveau en Égypte ancienne, il y avait le mythe de la déesse Neit, qui est une déesse démiurge. Donc dans certaines cosmogonies, on dit qu'elle a créé le monde en le tissant et ensuite l'a délimité en utilisant le set tissu. Le set ici, il n'est pas anodin. Et donc c'est également la déesse des tisserands, et c'est elle qui a révélé le tissage aux hommes dans le cadre de cette mythologie. Donc ce serait un peu un équivalent de Jyoti pour l'écriture. Donc la déesse Neit, elle est à droite sur l'image, elle a un métier, elle est toujours coiffée d'un métier à tisser dans les iconographies. Et donc, en fait, comme disait la sœur, la tradition orale chez les Ashanti voudrait que l'art du tissage ait été inspiré aux hommes par l'observation du tissage des toiles d'araignée. Alors d'après Kwasi Azari, qui est un maître tisserand et un mathématicien et un enseignant également, donc les grands maîtres de la tradition ont vu dans la nature une vaste toile d'araignée par l'intrication et l'interconnexion et l'interdépendance des êtres vivants. Ils ont observé que les corps des animaux guérissent d'eux-mêmes lorsque la peau autour de la plaie tisse à partir du matériau cellulaire la peau réparatrice. Donc toujours pour le tissage, je vais m'arrêter un peu sur une cosmogonie chez les Batéké qu'on retrouve au niveau du Gabon, du Congo, oui, essentiellement. Donc en fait il y a une cosmogonie Batéké selon laquelle au tout début, en fait il y a un œuf primordial qui est tombé sur Terre lors de la toute première pluie de l'existence qui a eu lieu. Et cet œuf-là, en fait, il s'est cassé contre une pierre qui émergeait de l'eau. Et de cet œuf est sorti une paire des jumeaux, en fait, qui sont des ancêtres de l'humanité. Et donc, ensuite, par des événements qui ont conduit à la mort de ce premier couple primordial, les naissances de jumeaux se sont arrêtées. Et le dieu de l'eau a décidé de créer un nouvel ordre sur la Terre en assignant à chacun des couples une certaine région géographique, et en confiant à chacun des couples une espèce d'animal dont elle devait s'occuper, et cette espèce animale-là avait la charge de communiquer un certain savoir à l'homme. Pareil, le tissu, donc comme je disais, il accompagne l'homme véritablement autour de sa vie, et de manière en fait assez systématique dans tous les tissus que j'ai observés, les hommes et les femmes sont toujours enterrés, enrobés par ces tissus. Et chez les Manjacs en particulier, en fait, ils ont un rituel qui est presque le symétrique à ce qui se passe lors de la naissance. C'est-à-dire que quand la personne est partie, il y a un rituel au cours duquel on présente une étouffe bien particulière, comme si on présentait un nouvel enfant. Et ensuite, on secoue cette étoffe pour symboliser le départ, finalement, de l'esprit de cette personne. Et finalement, sur le plan de la communauté, mais plutôt vu de l'extérieur, je pense que pour nous, de porter des vêtements authentiquement africains, en fait, cela peut être véritablement un outil de propagande culturelle. Parce que quand on porte des vêtements qui sont beaux, avec de belles broderies, etc., nécessairement, ça intéresse et ça interpelle les gens qui sont autour de nous. C'est tout à fait ça. Donc en fait, là on a l'original. Hein, c'est une tunique qu'on trouve au British Museum, qui était réservée à la noblesse, en fait, et qui a inspiré le motif Angelina par un designer hollandais, voilà. On a vu que les tissus, en fait, ils servaient de lien entre les générations. Ce qui fait que le vêtement, fondamentalement, il est fait pour durer. Mieux, il prend même de la valeur au fil du temps. Comment est-ce que la conception de la mode aujourd'hui prend en valeur la dimension de lien intergénérationnel qu'on a? Ça, c'est des questions qu'on pourrait traiter, nous, en créant le socle scientifique nécessaire et en développant notre propre discours sur la mode. Donc là, c'est quelques motifs d'un textile qui s'appelle la dire, qu'on retrouve chez les Yoruba également. Donc les Yoruba croient en la cyclicité de l'existence, donc le serpent enroulé sur lui-même renvoie à cette idée. Donc là, on a le caméléon qui représente un peu l'invincibilité ou la flexibilité, naturellement,
Ou alors l'abondance, parce que le caméléon qui change de couleur tout le temps, il renvoie à quelqu'un qui est suffisamment riche pour changer de vêtements tout le temps, donc il symbolise également l'abondance. Le rôle de communication, particulièrement des motifs, parce que j'ai lu dans un article, au Ghana, il y a un motif qui s'appelle l'oiseau volant. Donc si une femme porte ça, ça veut dire que son mari vient tard à la maison et peut-être que son mari est en train de lui échapper. Donc si votre femme porte ça, vous êtes sûr que le lendemain vous allez recevoir la visite des tantes, voilà, qui vont essayer de comprendre. Ouais. C'est plus rapide que les SMS. Il y a des dimensions comme une dimension de récupération, vintage, un peu. Enfin, c'est un peu ce qui fait qu'aujourd'hui le vintage est à la mode, puisque finalement tu récupères un vêtement que tu as porté. Et il y a une transmission à travers ce vêtement. Moi, je t'offre ce vêtement, je l'ai aimé, je l'ai porté, j'avais 15 ans, maintenant c'est à ton tour. Et c'est aussi cette dimension du luxe, le vrai luxe. On va prendre les gens riches qui portent leur sac Chanel ou Hermès, ils se transmettent leur sac de mère en fille. C'est cette dimension de transmission. Et effectivement, moi, ce qui m'a plu, c'est de cette histoire d'écorce d'arbre, de se dire qu'un arbre peut habiller tout un village. Je trouve ça beau. Voilà. On voit aujourd'hui que justement ça commence à attirer l'attention et que même les Occidentaux, etc., essaient de s'approprier justement notre héritage culturel et d'en faire une force économique. Il ne faut pas être absent justement sur ce plan-là. Il faut qu'on se réapproprie notre héritage culturel et qu'on en fasse nous-mêmes notre propre force économique. Parce que justement ça intéresse également les autres populations et c'est non négligeable, c'est une force économique non négligeable qu'il faut absolument se réapproprier. Et il serait peut-être bon justement de surfer sur cette vague actuelle qui a justement avec sa tendance de retour aux sources, etc. Et puis en fait, nous quand on fait quelque chose, il ne faudrait pas suivre le modèle. On voit bien que c'est un modèle qui ne marche pas et qui crée beaucoup de problèmes. L'industrialisation à outrance et faire de la production et tout ça. Mais en fait, ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire, c'est de transmettre, par exemple, aux jeunes, moi j'insiste sur les jeunes, parce que leur transmettre en fait le sens en fait de s'habiller. Donc on ne s'habille pas n'importe comment, on n'achète pas pour acheter, donc du coup faire une production, on va dire, responsable en fait. C'est à croire, finalement, il n'y a pas si longtemps, il y avait une petite polémique, c'est Chloé qui avait fait un défilé de mode. Donc Chloé, défilé de mode de luxe, créateur de mode. Elle avait fait donc son défilé de mode, c'était il y a 2 ou 3 ans, avec des boubous africains, et puis tout le monde trouvait ça génial sur les Elle Magazine, les Vogue Magazine, comme si ça tombait du ciel. Mais elle a juste repris des choses qu'elle voyait tous les jours dans la rue. Et dans la rue, quand toi tu t'habilles comme ça, on te regarde de haut en bas. Et là, bizarrement, parce que c'est Chloé, c'est estampillé Chloé, ça devient génial. C'est pas à Chloé de valoriser la culture africaine, c'est à nous en fait. Il y a un niveau où c'est aux États de le faire. Par exemple, pour certains motifs, c'est à un État africain de déposer. Il existe ce qu'on appelle l'OAPI, l'Organisation de la propriété intellectuelle basée au Cameroun. Donc c'est l'équivalent de l'INPI, l'Institut national de la propriété intellectuelle. Ça peut se faire, il faut le faire régulièrement. Il y a des médecins africains, par exemple, dans le domaine médical, qui passent leur temps, en fait, à lutter contre les dépôts sur telle molécule. En fait, ils me disent, mais non, c'est pas possible, ça vient de tel arbre en Afrique, dans telle région, ça se fait. Mais il y a un stade où c'est aux États de faire le travail, c'est pas aux individus. Et ça a plus de poids. Là, ce qui s'est passé il y a peut-être 2 ans, ce problème qui s'est passé en fait en Côte d'Ivoire, où les Chinois, semble-t-il, voulaient entrer dans la Tchéquie. Non, c'est pas aux particuliers de le faire. C'est à l'État. Le gouvernement ivoirien a décidé de dire que stop. Et ça s'est arrêté comme ça. Il y a le poids de l'État et le poids d'un individu. C'est pas la même chose.